Toujours dans la même logique, alors que le Rwanda se prépare pour la commémoration pour la 30e fois de suite le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, une conférence internationale sur le génocide va se tenir en date du 5 avril 2024. Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous avons reçu Jessica Mwiza, qui est activiste contre l'idéologie génocidaire et également membre de l'équipe organisatrice de cette conférence internationale. Elle commence par nous expliquer déjà l'importance de cette conférence et surtout le contexte dans lequel celle-ci est organisée à Kigali. Alors, ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est le message. Le message, c'est d'écouter de nouveau les personnes qui ont eu le courage d'agir, que ce soit dans l'immédiat pendant le génocide ou les années tout de suite après, lorsque c'était très difficile, lorsque c'était un combat immense. Donc nous voulons écouter ces voix-là pour prouver au monde que quand il y a un génocide qui se déroule, il n'y a pas de fatalisme. Il faut agir, il faut faire quelque chose et que ce n'est pas normal de se dire après coup, on ne pouvait rien faire, c'était un événement d'une telle ampleur, il n'y avait rien à faire. Il y avait des choses à faire, il y a des gens qui ont agi tout de suite ou tout de suite après. Et ce sont eux que nous voulons entendre et remercier. Vous parlez des personnes qui ont donc vécu le moment triste, mais également, doit-on dire que ce ne sera pas seulement une conférence pour et par ces personnes. Sûrement que d'autres participants venus de quatre coins du monde sont invités. Qui sont ces participants de manière, disons, leur profil? Leur profil, alors pour le premier panel de la conférence, ce seront des juristes, juristes et humanitaires, des personnes qui ont essayé de déclencher les premiers procès pour les génocidaires, mais qui ont aussi mis en avant les complicités qui ont permis le génocide. Donc nous avons des invités de Belgique, parce que ce sont eux qui ont fait les premiers procès du génocide. Ils pourront nous parler de leur expérience, de leur réussite, de leurs obstacles, de ce qu'ils regrettent aujourd'hui, de ce qu'ils continuent à faire. Nous avons aussi des profils de France, quand on sait qu'à la télévision française, M. Carbonard avait parlé du génocide et avait essayé de déclencher une action et n'avait malheureusement pas réussi à l'époque, mais l'association Survie sera représentée. Nous avons également des profils internationaux pour nous raconter les procès du tribunal pénal international au Rwanda, leur mise en place, leur challenge, leur réussite et aussi les problématiques qu'il y a eu à l'époque. Voilà. Également, dans le public, nous aurons des gens concernés pour poser des questions et aussi faire quelques interventions qui auront un lien direct avec les sujets. Voilà. Vous parlez de la Belgique, de la France. Justement, c'est des pays, d'une manière ou d'une autre, sont liés justement à l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, que ce soit l'époque coloniale, que ce soit également les relations et surtout le rapprochement entre le gouvernement ou les autorités françaises de l'époque et le gouvernement génocidaire, justement. Est-ce que, doit-on dire que le moment qui arrive, les deux pays concernés par rapport à l'histoire, le génocide perpétré contre les Tutsis, il est connu aujourd'hui, 30 ans après, c'est un moment qui est vécu avec une prise de conscience dans ces deux pays, déjà par la classe politique, mais également par la société. Il y a une prise de conscience considérable 30 ans plus tard, 30 ans après les événements, mais il y a toujours des points de tension dans la société, parce que les voix négationnistes ne se sont pas tues, parce que les personnes anciennement en responsabilité en 1994 sont toujours là, sont toujours dans les plateaux télévisés, donc il y a toujours quelques difficultés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas que des invités internationaux à la conférence, il y a aussi des locaux, dont la personne qui était en charge des Gachacha dans les années 2000 au Rwanda, Madame Domitia, qui pourra nous présenter quels ont été les challenges et les réussites de cette Homegrown Solutions qui a vraiment aidé le pays à se relever pendant que les pays qui étaient complices critiquaient en fait le processus. Donc c'est vraiment deux axes que nous essayons de mettre en place pour la conférence. Le point de vue
locales, voire micro-locales, pour les gachachas de certaines régions, mais aussi le point de vue international et comment les deux se complètent pour vraiment protéger l'histoire du génocide contre les Tutsis et lutter contre l'impunité. On va dire que vous n'allez pas, ou c'est aussi une conférence pour faire un état des lieux de ce qui a été fait sur le plan de la justice au niveau local et au niveau international, c'est ça? Pas que de la justice, aussi de l'écriture. Non, justement parlant de la justice. Oui, c'est ça. On va essayer de faire un état des lieux, un point d'étape pour aussi penser le futur, parce que ce sujet-là de la justice n'est pas terminé. Il y a des fugitifs toujours en fuite en Afrique, en Europe, dans les 4 coins du monde. Il y a des procès qui doivent avoir lieu. Il y a des discussions qui doivent être menées dans les anciens pays qui ont été plutôt du côté du pouvoir génocidaire au Rwanda. Donc c'est important de continuer à parler de ce qui a été fait, de faire ce bilan pour parler du futur ensuite. Vous parlez du bilan, mais dans l'introduction, je disais que vous êtes militante pour la mémoire du génocide et surtout également militante contre l'idéologie génocidaire. Mais qui dit mémoire dit forcément aussi écriture, dit forcément documentaire ou documentation sur le génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, 30 ans après, ça sera aussi un moment de jeter un coup d'œil en arrière ou de regarder dans le rétroviseur, de voir qu'est-ce qui a été produit pour les causes de la mémoire justement du génocide des Tutsis? Oui, c'est ce que nous allons faire. Nous allons avoir un panel dans l'après-midi sur les écritures du génocide. Pareil, avec des exemples de personnes qui ont écrit à un moment où il n'était pas simple d'écrire, qui ont parlé à un moment où on ne voulait pas les entendre. Dans les 4 coins du monde, encore une fois, nous avons par exemple Yolande Mukagasana, qui est la première survivante à avoir écrit ses mémoires. Nous avons aussi des écrivains anglais, français, journalistes, romanciers, africains, parce que dans tous ces endroits-là, il y a eu des challenges propres pour parler du génocide contre les Tutsis. Il y a eu le négationnisme, mais il y a eu aussi l'incompréhension, le racisme, la méconnaissance plus particulière des histoires africaines. Tous ces auteurs-là ont fait face à ces challenges-là et les ont surmontés. Donc ils nous prouvent aujourd'hui que c'était possible, que c'est toujours possible. On doit revenir un tout petit peu en France où vous travaillez depuis de nombreuses années. Est-ce qu'il y a eu même la pénalisation du négationnisme, du génocide perpétré contre les Tutsis? Est-ce que malgré qu'on ait une loi là-dessus, doit-on dire que de manière pratique, le négationnisme et même, là je vais avancer avec même l'idéologie génocidaire, ça ne cesse de croître, on ne cesse d'avoir des gens de part et d'autre qui continuent à prêcher l'idéologie génocidaire. Selon vous, quel doit être le prochain pas à effectuer? Déjà, on a la loi là-dessus du négationnisme, mais l'idéologie génocidaire quand même, ça se ressent. Que doit-on faire? Il faut toujours lutter, plus nombreux, et surtout ne jamais considérer que quelque chose est acquis. Quand il y a une avancée, souvent on a tendance à se dire « Ah, du coup c'est terminé, nous avons gagné, nous pouvons passer à autre chose ». Mais malheureusement, le négationnisme s'adapte et se réinvente toujours. Lorsqu'on parvient à écarter une personnalité négationniste très toxique, une nouvelle prend sa place. Ils sont organisés. Les plus anciens forment les nouveaux, les plus jeunes, et les propulsent devant les télévisions, les radios. Ils publient leurs livres, leur font publier des articles. Les réseaux sociaux aujourd'hui? Les réseaux sociaux, évidemment, pour vraiment généraliser le discours. C'est pareil pour les partis politiques. Certains arrêtent d'être négationnistes parce qu'on a bien mené le combat pendant des années, et un nouveau parti politique va lui-même commencer à devenir négationniste. Donc c'est toujours un combat qui se décale, qui se métamorphose, et ça nécessite de nous d'être toujours plus nombreux, mais aussi proactifs. Penser avant que les problèmes arrivent au lieu de toujours réagir. C'est le prochain axe qu'on aura amélioré dans la lutte contre la négation. Voilà, peut-être pour terminer, il y a tout un travail qui a été abattu au cours de ces 30 ans, mais c'est également lorsqu'on atteint les 30 ans, qu'on voit justement cette recrudescence de l'idéologie génocidaire, notamment dans la région. Est-ce que la communauté internationale, les gens que vous fréquentez,
ont-ils conscience, par exemple, de l'idéologie génocidaire qu'on remarque dans la région, que ça peut avoir des répercussions comme celles que le Rwanda a connues ou même pire? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils comprennent? Je pense qu'ils savent sans le savoir, c'est-à-dire qu'ils ont l'idée qu'il y a toujours du négationnisme, du génocide contre les Tutsis, mais qui ne font pas l'effort d'aller chercher jusqu'au bout quel est ce discours et qui le porte. Parce qu'aujourd'hui, on peut lire de manière très régulière le discours du double génocide, donc le fait de considérer que lorsque le Front patriotique rwandais a libéré le Rwanda, il a commis un autre génocide. C'est une théorie négationniste très néfaste. La théorie du double génocide. Oui, qui a été déconstruite par tous les experts historiens depuis 30 ans, mais malheureusement, toutes les semaines, tous les mois, nous avons des nouvelles personnes qui vont la porter de manière plus ou moins masquée, avec des histoires sensationnelles, fausses, mais parce qu'ils trouvent que ça fait vendre, ils se permettent de les publier tout de même. C'est notre principal challenge aujourd'hui. Et Jessica, vous travaillez, vous avez été membre de Ibuka, vous continuez de travailler justement pour la mémoire. La mémoire, c'est également la déclaration des Nations Unies après la Shoah, après 1945, notamment avec la fameuse phrase du Never Again ou du plus jamais. Est-ce que, Jessica, pensez-vous que le plus jamais est une réalité ou ça reste un slogan? Plus jamais, c'est un slogan, mais c'est aussi une fraude. C'est une fraude politique et idéologique. Parce que quand on prononce ces mots, on essaie de se présenter au monde comme quelqu'un de bien, de moralement acceptable, mais sans faire les actions qui empêchent les crimes de génocide et qui empêchent le négationnisme. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait des actions. Quand on pense à un génocide, quand on parle d'un génocide, c'est voilà, quel pardon, quelles excuses, quelle réparation, réparation en termes monétaires, réparation en termes politiques, en termes de justice. On attend plus de jugements, plus d'extradition de génocidaires. Ce sont ça vraiment les actes du plus jamais ça. Mais prononcer le plus jamais ça, faire des discours en pleurant lors des commémorations, si ce n'est pour qu'il n'y ait pas d'action derrière, ce n'est pas très utile. Et peut-être pour terminer également, qu'est-ce que vous, organisateurs, les militants, toutes les personnes qui travaillent sans relâche depuis 30 ans maintenant pour justement la justice et également la mémoire de ce génocide des Tutsis, qu'est-ce que vous escomptez au sortir de cette conférence internationale? De la solidarité réelle, une prise de conscience de la part des plus jeunes, de la part... Solidarité réelle, oui. Elle n'a pas été réelle selon vous, cette solidarité pas complète. Internationale? Elle a été résiduelle. Il y a eu quelques personnes qui se sont levées, qui ont agi. Ce qu'on attend maintenant, c'est que ces personnes-là inspirent beaucoup d'autres personnes, beaucoup plus de personnes pour écrire, que ce soit les journalistes, les auteurs, les artistes, les juristes, les membres des organisations humanitaires. Il y a des actions à faire et celles-ci doivent être complètes, c'est-à-dire qu'une organisation humanitaire doit arriver dans le respect et ne pas dire le négationnisme c'est mal, mais de l'autre côté, on va vous dire comment gérer votre pays. C'est vraiment un respect total et global que nous attendons 30 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Et vous ne partirez pas peut-être sans nous donner un aperçu du programme de la journée du 5? Bien sûr. Donc nous allons commencer par le panel sur la justice. Dans la matinée? Dans la matinée. Au milieu de la journée, nous aurons un book launch du livre du collectif de La Vega, très important livre qui s'appelle « Entendez-nous ». Les autrices vont nous expliquer comment elles sont arrivées à cet ouvrage collectif et quelle est aussi leur expérience depuis 30 ans en tant que veuve du génocide perpétré contre les Tutsis. Entendez-nous, c'est un vrai cri du cœur, donc nous avons hâte de nous asseoir et de les écouter. Dans l'après-midi, nous aurons le panel sur les écritures du génocide. À rappeler que cette conférence internationale va se tenir à l'Arena de Kigali en date du 5, c'est-à-dire ce vendredi 5 avril 2024.